BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, on va s'intéresser à ce fameux pass sanitaire européen et à ce que ça va impliquer pour nos éventuels voyages dans le courant de l'été au sein de l'Union européenne. On va s'interroger aussi sur les conséquences de ce pass et à toutes les questions que ça peut poser en termes de liberté, d'égalité. Dans un instant, avec nos invités, on sera avec Frédérique Ries, qui est députée européenne pour le mouvement réformateur, Saskia Bricmont, députée européenne pour Écolo, et puis Julie Frère, qui est porte-parole de l'organisation de consommateurs Testachat, et qui a un certain nombre de critiques à faire valoir sur l'ensemble de ces dispositifs imaginés pour cet été. On va d'abord rappeler avec vous, Vanessa Lullier, ce qu'est ce projet de passe sanitaire européen. Où est-ce qu'on en est exactement dans la procédure ? Oui, donc le 29 avril, le Parlement européen s'est prononcé en faveur du pass Covid. Alors à présent, des discussions doivent encore avoir lieu avant sa mise en place pour fin juin. Ce pass sanitaire devrait permettre à tous les Européens de circuler librement d'un État à l'autre d'ici cet été. Alors, ce certificat devrait suffire et empêcher un État d'imposer une quarantaine à l'arrivée. En attendant, le pass Covid, il comprendra plusieurs informations afin de ne pas discriminer les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner ou qui ne le souhaitent pas, puisque le vaccin n'est pas obligatoire. En plus de votre vaccination, il pourra donc être noté le résultat de votre dernier test PCR ou encore que vous êtes bien immunisé si vous avez déjà contracté la maladie. Alors du coup, les eurodéputés demandent que les tests soient gratuits pour tous et ils souhaitent que seuls les vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament soient repris dans le pass. Un test a été lancé la semaine dernière en France et à Malte. La Belgique y participera aussi. Dès le 1er juin, les pays membres pourront commencer à se servir du système dans des conditions réelles s'ils sont prêts. Le but est évidemment d'éviter les bugs informatiques car il fonctionne via un QR code. Je vais peut-être commencer avec vous, Frédérique Ries, donc députée européenne pour le mouvement réformateur. On vient de vivre une période un petit peu d'exception, puisque le principe à l'intérieur de l'Union européenne, théoriquement, c'est la libre circulation. On a eu cette libre circulation fortement contrariée ces derniers mois. Est-ce que vous espérez que ce pass sanitaire européen va permettre de rétablir une situation qui ne sera pas la situation normale, mais qui, du point de vue du droit et de l'intérêt des citoyens européens, notamment belges, sera une situation à notre avantage ? C'est notre espoir le plus cher, bien évidemment. Vous avez très justement encadré le débat en évoquant ce qui est l'article 21 du traité et une des libertés fondamentales qui est à l'origine de l'Union européenne et du fait que nous sommes rassemblés dans cette Union européenne qui nous est chère. Donc, c'est en même temps faciliter et rétablir la libre circulation des personnes auxquelles nous sommes très attachés et en même temps ne pas entraver en revanche la lutte contre la pandémie et empêcher la libre circulation du virus. C'est là qu'on doit placer le curseur, effectivement. Oui. Est-ce que ça va vraiment permettre les voyages ? Il faudra avoir, si j'ai bien compris, les explications, il faudra avoir soit la preuve qu'on est vacciné, et ça va concerner une certaine tranche d'âge, mais peut-être pas les plus jeunes, soit être immunisé, soit avoir un test. Si on doit faire un test, il doit être récent. Ça veut dire que pour une catégorie de la population, il faut se préparer à faire des tests tous les 3 jours. C'est vraiment égalitaire ? Écoutez, le problème, c'est qu'on compare avec une situation existante où de toute façon, on fait un test. Les voyages essentiels ont seulement d'abord été permis et puis on a rétabli aux autres voyages. Aujourd'hui, les tests sont obligatoires pour absolument tout le monde. Ici, effectivement, les personnes vaccinées, les personnes qui ont été malades, donc qui ont des anticorps depuis pas plus de 180 jours, seront exemptées de ces tests aussi. Alors, vous le savez peut-être, mais le Parlement européen a exigé dans sa copie, dans le vote que vous avez évoqué du 29 avril, une accessibilité égalitaire des tests, effectivement, et la gratuité aussi. Ça figure dans la copie du Parlement et on a même accompagné notre vote d'une résolution exclusivement consacrée à ce point-là, l'accessibilité et la gratuité des tests, justement pour répondre à cet argument de certains qui est la discrimination que nous pourrions créer par cette exigence de tests. Parce que, et ça c'est une chose que vous avez raison de signaler aussi, les tests ont des prix mais complètement variables d'État membre à État membre. Même en Belgique, selon le labo auquel vous adressez, les prix sont différents. Moi j'ai des collègues qui, lors de nos discussions de groupe, nous ont dit que dans les pays nordiques, ça pouvait aller jusqu'à 150-200 € parfois un test. À Paris, un test c'est 73 €. Donc voilà, cette situation qui est effectivement illégale doit être rétablie, mais il faut signaler aussi que dans les discussions, sans parler de cuisine, mais les négociations sont en ce moment en trilogue, c'est-à-dire en négociation que l'on espère finale pour aller vite, pour avoir ce document avant les vacances, c'est quand même le but de la procédure.
bute sur une série de questions, et notamment sur la question de la gratuité des tests. Ça ne passe pas au Conseil. Alors, je vais aller chez Julie Frère dans un instant, mais d'abord, Saskia Bricmont, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que vient de dire votre collègue Frédéric Ries? Et où est-ce qu'on en est de la procédure? Est-ce qu'on sera vraiment prêt dans l'ensemble de l'Union européenne pour le mois de juin, c'est-à-dire c'est quand même dans quelques semaines? Oui, bonjour, merci. Eh bien oui, effectivement, je partage l'approche de Frédéric Ries, étant donné que la gratuité, c'est une des dimensions essentielles depuis le début des discussions pour éviter une discrimination entre personnes vaccinées et non vaccinées. Il s'avère, vu les négociations en cours, que beaucoup d'États membres sont contre. Certains États membres, dont la France, ont déjà annoncé la gratuité. Donc la France veut mettre la gratuité en place, notamment pour les voyageurs qui rentrent sur son territoire. Donc ça, c'est quand même assez important à souligner. On n'en attend pas moins de la part de l'ensemble des États membres. Et si les États membres ne devaient pas arriver à s'accorder sur cette gratuité, eh bien, je pense que c'est du côté du commissaire européen Reynders qu'il faudra se tourner pour voir quelles sont les possibilités, puisque lui-même a dit qu'il voulait un système accessible. Maintenant, accessibilité ne signifie pas gratuité. Et particulièrement pour les jeunes, je pense qu'il est grand temps que l'on fasse en sorte d'éviter toute discrimination possible, puisque l'objectif est effectivement en fait de établir un droit qui est celui de circuler librement sur le territoire européen, et ça doit se faire de manière gratuite vu que les vaccins sont gratuits et qu'il s'agit aussi de permettre aux jeunes qui ne seraient pas vaccinés et aux autres non vaccinés, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons du fait qu'ils ne le sont pas encore, puisque tout le monde ne l'est pas encore, de pouvoir avoir accès à des tests gratuits. Alors, est-ce que ce sera faisable d'ici à l'été? C'est toute la discussion aussi, vu que certains États membres, dans le cadre des négociations qui sont en cours, veulent une période transitoire de 6 semaines, ce qui signifierait que la saison touristique serait déjà largement entamée. Les négociations devraient se terminer d'ici à mercredi-jeudi, mais vu les blocages qui sont encore en cours, notamment sur la gratuité, notamment sur la reconnaissance des vaccins par l'Agence des médicaments, l'Agence européenne des médicaments, ce qui nous semble vraiment un prérequis aussi. On verra. Saskia Bricmont, est-ce que ça veut dire que s'il n'y a pas la gratuité, votre groupe, par exemple, pourrait ne pas voter le texte? C'est fort probable, oui. Ouais. Alors je vais aller chez Julie Frère maintenant. Et on va rester sur cette histoire de gratuité, parce que je sais que c'est une revendication de test achat. J'entends bien ce que disent Frédéric Ries et Saskia Bricmont. Mais j'ai aussi entendu ce qu'a dit Frank van den Broek, le ministre de la Santé fédéral belge, lorsqu'il évoquait l'organisation de Tomorrowland et du Pukkelpop, en disant ceux qui ont les moyens de se payer un ticket pour Tomorrowland, ils ont les moyens de payer un test. Alors où est-ce qu'on en est? Il y a deux projets là, il y a le projet européen et il y a le pass intérieur belge qui va s'appeler Safety Coffee Ticket. Vous y voyez clair, vous, en tant qu'organisation de consommateurs, ou pas encore? Alors, pour réagir à ces propos, je trouve franchement que ce sont des propos assez déplacés. On l'a mentionné, les jeunes sont les derniers à pouvoir se faire vacciner. Ce sont aussi les premiers à avoir envie d'aller au festival. On sait aussi on espère évidemment que le pass européen va pouvoir permettre de voyager dans des conditions plus ou moins faciles ou acceptables. On sait aussi qu'il y a un risque, on n'en a pas encore parlé, mais que ce pass implique quand même de la part des différents États membres des mesures additionnelles. Donc on a des vraies discussions encore qui ne sont pas tranchées sur est-ce que ce document va suffire pour voyager ou est-ce que chaque État membre va encore être libre d'imposer des mesures additionnelles. Ça voudrait dire qu'il faudrait disposer de ce document, mais encore éventuellement devoir respecter des quarantaines en fonction des décisions des différents États membres. Nous, notre objectif, c'est vraiment que ce document, il facilite la vie, je parle du document européen, il facilite la vie des voyageurs, pas qu'on rende leur vie plus compliquée. Donc l'objectif, c'est d'avoir un document qui permet facilement de voyager, et une fois qu'on a ce document devrait suffire. Ici, on entend deux points fondamentaux. Le premier, c'est que ça bloque sur la question de la gratuité, qui est pourtant un élément essentiel, parce que c'est très bien de vouloir déclarer qu'on ne veut pas discriminer, c'est très bien de vouloir déclarer qu'on ne veut pas que ce document devienne un prérequis pour pouvoir voyager, mais en même temps, si on n'applique pas la gratuité des tests PCR, je vous donne un petit exemple, en Espagne, on peut avoir des tests PCR qui coûtent jusqu'à 120 €. Imaginez que vous voulez partir en vacances en famille, en plus du prix des billets d'avion, ça devient complètement
impayable. Et là, il y a une vraie discrimination. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si à côté de ce document, on doit encore respecter différentes mesures dans différents États membres, on commence à se demander quelle est la valeur ajoutée de ce document. Donc il faut vraiment que ce document facilite la vie des voyageurs, des voyageuses et ne la rende pas plus compliquée. Alors on va essayer d'avoir une clarification du côté de celles qui vont voter le texte. Frédéric Ries, Saskia Bricmont, sur la deuxième remarque de Julie Frère, on a déjà beaucoup parlé de gratuité, mais sur la deuxième remarque, est-ce qu'on a la garantie qu'avec ce pass sanitaire européen, on ne sera pas soumis à des quarantaines, que ce soit à l'aller, lorsqu'on entre dans un État membre, ou au retour, lorsqu'on va revenir en Belgique? Est-ce que c'est clair ces points-là ou pas pour vous? Non, c'est pas. J'ai la parole là? Oui, allez-y, Frédéric Ries. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas clair. C'est une des questions qui est en négociation sur la table lors des trilogues. Pardon de revenir avec le jargon européen. Donc le trilogue, c'est quand on réunit la Commission, le Conseil et le Parlement. Hein, voilà. Éventuellement de mercredi, s'il n'y a pas de négociation finish qui se fait demain. Donc, moi, on me dit, j'ai parlé aux gens de la Commission qui sont en train de négocier avec le Parlement, faciliter les choses pour le Parlement et le Conseil, qu'on pourrait utiliser un outil qu'on appelle clause d'urgence, emergency break, qui permettrait, donc, qui garderait le principe de la levée absolue de quarantaine, parce que sinon, effectivement, je rejoins Julie Frère tout à fait, quel est le but si effectivement on se retrouve avec des procédures différentes dans chacun des États membres? Ça n'a pas de sens. Et donc, qui permettrait à ceux qui, malgré tout, tiennent à ceci, d'opérer dans leur propre État membre une espèce de clause d'urgence. Mais le principe serait effectivement la levée de quarantaine. Mais c'est une des questions pour le moment qui est une des pierres d'achoppement au Conseil. Donc c'est compliqué, comme la gratuité d'ailleurs, et comme aussi d'ailleurs le troisième curseur, à savoir le fait d'avoir fait la maladie. Certains États membres s'opposent à l'inclusion de ce troisième point dans le certificat. Et il semblerait que la Belgique en ferait partie. Mais bon, pour le moment, on tente d'en savoir un peu plus. Ouais, une dernière question pour vous, Saskia Bricmont. Est-ce que tous les vaccins seront reconnus avec le même degré d'efficacité, ou est-ce que on va limiter la reconnaissance des vaccins à ceux qui ont été approuvés par l'Agence européenne du médicament? Ça fait précisément encore partie des points en négociation, puisque du côté du Parlement européen, il y a une volonté de reconnaissance des vaccins qui sont reconnus par l'Agence européenne du médicament, mais du côté du Conseil, il y aurait une plus grande ouverture à ce niveau-là. Et dernier élément... Pour être clair, ça veut dire que le vaccin russe, le vaccin chinois pourraient être reconnus ou pas? Mais non, donc s'il n'est pas reconnu par l'Agence européenne de médicaments, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de reconnaissance sur les territoires européens. Ça c'est le nôtre au niveau du Parlement, que l'on continue encore à négocier. Mais il se peut que dans la mouture finale, négocier avec le Conseil, ce soit plus ouvert que uniquement aux vaccins reconnus par l'Agence européenne du médicament, ce qui ne nous semble pas acceptable. Dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que certains États membres sont en train de pousser aussi pour que cette infrastructure qui va être mise en place spécifiquement pour le Covid puisse être maintenue après la pandémie et élargie au certificat de vaccination en général, ce qui nous semble aussi inacceptable puisque depuis le départ, on dit très clairement que la durée de vie de ce certificat doit être strictement limitée à la durée de la pandémie et qu'une fois que la pandémie est déclarée terminée, ce certificat doit aussi être supprimé. Donc ça, c'est un dernier point crucial pour notre groupe. Voilà, là, je viens de voir Julie Frère ouvrir de grands yeux et manquer de s'étrangler quand vous avez évoqué la possibilité qu'on maintienne et qu'on durcisse ce passeport dans le temps. Un petit mot, Vanessa Lhuillier, pour préciser que même avant l'entrée en vigueur de ce passeport européen, il y a déjà certains États membres qui ont commencé à assouplir les règles d'entrée sur leur territoire. Hein. Oui, ça bouge tout doucement. Alors pour le moment, il y a Chypre qui ne demande plus de quarantaine, par exemple, mais toujours un test PCR. La Grèce a aussi ouvert la possibilité de voyage en supprimant la quarantaine. À présent, il faut soit un test, soit montrer qu'on est vacciné. Idem en Italie depuis ce week-end. Au Portugal, on n'a plus de quarantaine, mais toujours un test PCR. Et enfin, c'est surtout le Danemark qui a changé sa stratégie. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est selon les couleurs des pays. Et donc, si vous êtes vacciné, ou non, ça change aussi. Si vous ne l'êtes pas, eh bien c'est quarantaine et test, en tout cas pour les Belges. Et si vous l'êtes, eh bien votre passeport vaccinal suffit pour ensuite circuler librement au Danemark. Alors il y a ce pass sanitaire européen, il y a aussi des États qui vont plus vite, c'est notamment le cas de la France, qui veut avoir son propre système dans les prochaines semaines. Petite question, Julie Frère. Je suis père de famille, j'ai envie d'aller en Espagne, en Italie, en Grèce, dans le courant de l'été. Moi ça va, je vais être vacciné. Mes enfants ne le sont pas.
pas. Est-ce que vous savez si mes enfants ils peuvent voyager avec moi ou s'ils doivent avoir leur propre passeport sanitaire européen et éventuellement pas être soumis aux mêmes règles que moi? Comment ça va se passer? C'est-à-dire que si on se base sur... Bon, évidemment, tout ça est difficile parce que les discussions ne sont pas clôturées. Donc, on est dans un cadre hypothétique. S'il n'y a pas de certificat européen, on espère que ce ne sera pas le cas, mais s'il n'y en a pas, eh bien, on est exactement dans ce que votre collègue vient de décrire, c'est-à-dire des règles différentes dans chaque pays. Si vous voulez partir au Portugal, eh bien, vous devez faire un test PCR à vos enfants à partir de 24 mois. Si vous voulez partir en Espagne, c'est à partir de 6 ans. C'est extrêmement compliqué de s'y retrouver, donc il faudra bien vérifier dans chaque pays quelles sont les conditions applicables et c'est vraiment à se couper les cheveux en quatre. Il y aura un budget, test PCR qui va devoir s'ajouter au budget du billet d'avion, etc. Ça va être compliqué. Ce qu'on espère avec le certificat européen, c'est que vous aurez été vacciné, vous pourrez voyager et vos enfants qui ne peuvent pas être vaccinés parce qu'ils ne rentrent pas aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais on va dire qu'ils ont moins de 18 ans. Voilà, eh bien, ils ne peuvent pas être vaccinés aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a des études qui sont menées et que ce sera potentiellement le cas un jour, mais pour le moment, ils ne peuvent pas être vaccinés. Donc, nous estimons, et nous espérons que c'est ça qui va se passer, qu'ils réaliseront un test PCR gratuit et qu'ils pourront donc vous accompagner en voyage sans que votre voyage ne vous coûte plusieurs centaines d'euros additionnels pour pouvoir partir en famille. C'est vraiment une condition sine qua non pour moi d'absence de discrimination. Quand il y a une telle différence de budget entre familles où tout le monde est vacciné, on peut partir, et familles où il y a une partie qui n'est pas vaccinée, il n'y a pas de réel accès, il n'y a pas les mêmes droits qui sont garantis en fonction des familles et ça c'est absolument pas acceptable. Je voudrais juste préciser quelque chose, une question qu'on me pose encore très souvent parce que tout le monde se pose la question de comment réserver mes vacances, etc. Je voudrais simplement signaler que l'assurance annulation ne sert à rien. C'est une question qui revient vraiment très souvent. L'assurance annulation pour se couvrir en cas de pandémie ne sert à rien, donc ne dépensez pas en plus de l'argent dans ce type de couverture inutile. Ouais, quand même une question là-dessus encore, Julie Frère. Ça veut dire que le passeport européen, ça offrirait quand même une sorte de sécurité juridique pour ceux qui vont partir en vacances et qui, par exemple, auraient besoin d'annuler tout d'un coup parce que on leur refuse l'entrée, parce qu'on leur refuse le passeport? Alors ça, c'est encore une autre discussion parce que si vous faites... ça, c'est une question de nouveau assez complexe parce que ça va dépendre de comment vous avez réservé vos voyages, quelles sont les conditions d'annulation, etc. Mais il n'est absolument pas garanti que parce qu'on vous refuse l'accès, par exemple, au vol que vous avez réservé un vol, dans l'intervalle, vous faites un test PCR et il s'avère que vous êtes positif et que vous ne pouvez pas partir, eh bien, à ce moment-là, la compagnie aérienne ne va pas vous rembourser, hein, ça c'est certain. Par contre, on revient sur ce que je viens de dire pour l'assurance annulation. Pour le coup, l'assurance annulation peut vous couvrir si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas partir. Elle ne va pas vous couvrir si le pays dans lequel vous voulez aller ferme toute une zone, il y a de nouveau une quarantaine obligatoire. Ça ne sert à rien, mais l'assurance va vous couvrir si vous êtes malade, vous avez un certificat médical qui montre que vous êtes atteint du Covid et que vous ne pouvez pas voyager. Saskia Bricmont, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit éclaircir. Donc il y a des réunions cette semaine, si je ne me trompe pas, il y a un Conseil européen début de semaine prochaine, lundi ou mardi, hein, si mes souvenirs sont exacts. Ça veut dire que lundi ou mardi prochain, on va enfin y voir clair et vous avez le sentiment qu'on va quand même pouvoir voyager cet été ou ça reste très compliqué? Ça reste compliqué. Je pense que l'objectif commun est effectivement d'obtenir un certificat à l'échelle européenne pour faciliter les déplacements et faciliter la vie des voyageurs, mais reste vraiment des questions cruciales auxquelles le Parlement tient très fort, puisqu'il tient sa position, notamment par rapport aux éléments qu'on a cités, la gratuité, la reconnaissance des vaccins, la période aussi de transition, puisque l'objectif, c'est quand même de couvrir la saison touristique et d'éviter que chaque État continue à faire ce qu'il est en train de faire, à savoir développer son propre système. Objectif aussi, éviter que, en plus de certificats, chaque État ajoute des dimensions qui lui sont propres, quarantaine ou non, etc. Et puis la durée de validité du certificat, ce sont encore tous des éléments en négociation difficiles aujourd'hui, là, en vous parlant de dire si oui ou non on aboutira rapidement sur ces points. Ouais. Je pense qu'il y a des solutions possibles, même si du côté du Conseil, la gratuité est refusée. Je pense que c'est du côté de la Commission, alors que des solutions vont devoir être trouvées. Il y a quand même des pays qui ont très fort intérêt à ce qu'on permette le tourisme dans le courant de l'été. Je pense à des pays
pays du Sud. Vous avez l'espoir que le débat bascule en faveur de la gratuité, hein, si on ajoute ces pays et le Parlement européen, par exemple? Je pense que les montants sont tels que certains pays ne souhaitent pas la gratuité, ne souhaitent pas l'instaurer, ne veulent pas financer cette dimension-là. Maintenant, si effectivement la Commission européenne veut développer un système qui se veut non discriminatoire, il faudra trouver des solutions par rapport à la gratuité. Sinon, le système qui va être mis en place va être discriminant. Et à ce moment-là, on pourra donner raison à toutes celles et ceux qui disent que, in fine, ça va pousser à une vaccination obligatoire. Or, depuis le départ, on dit bien que la vaccination doit rester non obligatoire. Ça reviendrait à dire vaccinez-vous si vous voulez voyager, ce qui n'est pas admissible, puisque une fois de plus, ce sont les personnes les plus vulnérables qui aspirent aussi à des vacances, les jeunes qui, je pense, ont largement le droit de voyager autant que les autres et qui pourtant n'auront pas été vaccinés. Donc, ajouter au prix du voyage, du logement, des vacances, un test PCR supplémentaire avec des grandes variations, comme ça a été dit. Hein. Ouais. En Suède, c'est jusqu'à 300 €. Ça semble complètement... Frédéric Ries, vous êtes sur la même longueur d'onde que Saskia Bricmont ou pas? J'ai l'impression que le Conseil... Moi, voilà, on verra bien et je souhaite que je me trompe ici, mais je ne pense pas que le Conseil cédera sur cette question de la gratuité, pas telle qu'elle est exigée par le Parlement européen, parce que, me dit-on, on n'a pas la base juridique. Cela ne veut pas dire qu'on n'aboutira pas, mais d'une autre façon. La gratuité peut être modulée de façon différente par des instruments d'aide d'urgence éventuels de la Commission. La gratuité peut être assumée aussi par les États membres, pas nécessairement par une aide européenne. On peut mettre des bémols, on peut décider éventuellement, je ne suis pas ici en train de... Voilà, je réfléchis tout haut, mais on peut décider qu'il y aura un nombre de tests gratuits par semaine ou par mois, effectivement, qui correspondront aux vacances et que pour certains événements, comme le disait notre ministre Van den Broek, qui correspondent purement et simplement à du loisir, etc. Je n'en sais rien. Je ne suis pas en train ici de limiter notre propre ambition du Parlement. Mais je pense que plutôt que de constater un blocage, il faut se donner les moyens d'avancer sur cette question en restant ferme sur le principe de la non-discrimination. C'est la conclusion de ce débat. Allez, je vais être un petit peu indiscret. Qui part à l'étranger, qui va utiliser ce certificat européen cet été? Frédéric Ries. Moi, je ne sais pas encore si je pars, mais évidemment, je l'utiliserai. Oui. Ouais. Saskia Bricmont. Je ne suis pas encore fixée sur mes vacances d'été. Ouais. Julie Frère. On l'utilise. Et moi, j'ai très hâte de partir. J'ai pu quitter la Belgique depuis septembre 2019. Donc oui, je pars. Merci beaucoup à toutes les trois. Julie Frère, donc porte-parole de Test Achat, Saskia Bricmont, Frédéric Ries pour Écolo et le mouvement réformateur élu au Parlement européen. Merci d'avoir été avec nous.